Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Supply Chain Village pour les mercredis de la Supply Chain. Aujourd'hui, nous allons animer une table ronde sur le domaine de la traçabilité. Comment assurer cette traçabilité de bout en bout. Pour participer à ce débat, nous avons invité 4 éminents experts qui vont se présenter. Mais juste avant ça, je voudrais juste rappeler que ce débat durera 45 minutes, suivi de 15 minutes de questions-réponses. Et je vous encourage très vivement à rester jusqu'au bout pour poser des questions. C'est souvent une partie du débat qui est très intéressante. Alors, messieurs, nous allons commencer. Je vais peut-être vous proposer de vous présenter. Bonjour Norbert, bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Mullier, je suis directeur du développement et de l'innovation chez Adameo. Adameo, on a un cabinet de conseil spécialiste en supply chain management et on adresse à peu près l'intégralité des enjeux de supply chain de nos clients depuis la planification stratégique, l'excellence opérationnelle, tout ce qui est schéma directeur. On intervient également sur les approvisionnements, sur la logistique, le transport et la logistique urbaine. Très bien. Bonjour Norbert, donc Julien Mazion. Moi je viens du domaine de la logistique et j'ai travaillé un certain nombre d'années chez des éditeurs de logiciels spécialisés. J'ai rejoint SAP il y a 6 ans et demi pour renforcer la practice supply chain et industrie 4.0. Alors la supply chain chez SAP, donc SAP, je pense que beaucoup de monde connaissent SAP, c'est 430 000 clients, 28 milliards de chiffre d'affaires. C'est notre anniversaire cette année, ça fait 50 ans donc qu'on innove avec nos clients. Bon anniversaire. Merci. Et donc la supply chain, le scope qu'on couvre est assez transverse. On a coutume de dire from design to operate, c'est-à-dire depuis la conception des produits, en passant par la pro, la planif, le manufacturing, etc., jusqu'à la livraison et au-delà avec le retour, ce qui fait le lien avec le sujet du jour. Très bien. David Pouchard, SDP Web. Tout à fait, David Pouchard, responsable du pôle projet pour la société SDP Web. SDP Web, c'est quoi? C'est en fait une société qui permet de distribuer des suites logicielles pour la profession et la logistique. Si on parle de profession, vous connaissez tous B2P Web, la bourse de fret, dirigée par Benoît Auget. Et en fait, au niveau de S2P Web, on fournit justement différentes solutions de traçabilité, dont GenMove qu'on voit en fond d'écran, traçabilité en lot, demi-lot. On a aussi des solutions de dématérialisation et digitalisation, e-protocol. On a aussi l'aspect JetTrans pour dématérialiser tous les documents de transport, tous les documents, on va dire, administratifs et CABIS, etc. Et donc voilà. Donc mon objectif, c'est justement de fluidifier l'ensemble des projets au sein de la société et d'apporter le meilleur service pour la profession. Voilà. Très bien. Bonjour Norbert, Bonjour. Je suis Jean-Pierre Mouly, je fais partie du groupe consulting de la société ZS. ZS est un éditeur et intégrateur de solutions de traçabilité pour l'industrie, pour la logistique, pour le monde du retail au sens large. Vous voyez effectivement en fond d'écran une partie de nos solutions. Donc ZS, c'est un groupe qui a à peu près 1500 personnes en Europe et on travaille pour l'ensemble des pays en Europe, mais aussi au-delà, au travers de notre société mère. Très bien, merci. Donc, pour commencer, si vous voulez bien, est-ce que quelqu'un est prêt à se lancer, à définir qu'est-ce que c'est qu'une traçabilité de bout en bout? Quelqu'un d'entre vous qui veut se lancer? Oui? Je me lance. Allez-y. C'est la capacité en fait à suivre l'état d'un produit tout au long de son cycle de vie, c'est-à-dire depuis les approvisionnements, les étapes de transformation, depuis les déplacements, jusqu'à son arrivée dans les mains du consommateur final. J'espère que cette définition vous convient à tous. Est-ce que ça convient à tout le monde? Très bien. Alors quel est l'objectif et la finalité d'une traçabilité de bout en bout? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut avoir besoin de suivre l'historique et le cycle de vie d'un produit. Il y a des raisons tout simplement opérationnelles et de performance opérationnelle. Il y a des raisons sanitaires. Il y a des raisons réglementaires. Donc tout dépend en fait quelles sont les raisons pour lesquelles on souhaite mettre en œuvre cette traçabilité. Mais la traçabilité va quand même permettre de répondre à un certain nombre d'enjeux de l'entreprise, que ce soit au niveau de son consommateur pour communiquer sur ce qu'il y a dans un produit, comment il a été fabriqué, au niveau des opérateurs pour le suivre, savoir où il est, savoir dans quel état il est. Donc la traçabilité est un processus qui est au cœur même de la performance des entreprises. Quelqu'un veut rajouter, oui? Et peut-être pour continuer sur cette notion de bout en bout, ça va dépendre un petit peu du contexte pour chacun. Pour une entreprise, ça peut effectivement
consistait à suivre depuis effectivement les matières premières jusqu'au produit fini qu'il fabrique et qu'il distribue. Maintenant, on est dans un monde assez complexe dans lequel il y a une chaîne logistique qui peut être assez étendue et qui fait appel à des partenaires. Donc en fait, dans ce cas-là, ça peut donc s'étendre à l'intégration d'événements de traçabilité qui viennent du fournisseur de cette entreprise ou du distributeur ou du client final de cette entreprise. Et puis ça peut même aller au-delà, ça peut concerner l'ensemble d'une filière. Lorsque par exemple la communauté européenne souhaite mettre sous contrôle l'ensemble des flux du médicament par exemple, donc là on est au niveau de traçabilité de l'ensemble d'une filière du médicament ou du tabac par exemple, puisque ça a été aussi des exemples assez récents de directives qui ont été imposées à l'ensemble d'une filière. Donc de bout en bout, ça veut dire effectivement sur l'ensemble des acteurs de cette filière-là, jusqu'au consommateur final. Alors, je pensais à deux aspects, je partage tout à fait les points de vue. Et, il y avait deux aspects complémentaires. Pour moi, le premier, c'est la partie développement durable, c'est-à-dire on trace un produit aussi, parce que c'est quand même un gros sujet aujourd'hui pour être en capacité de calculer son empreinte carbone et pouvoir fournir ces informations. Et puis l'autre aspect, on n'en a pas parlé, c'est vraiment se différencier, proposer des nouveaux services aux clients. Guillaume a commencé à en parler sur l'authenticité du produit, l'origine, le producteur, etc., etc. Oui, pour compléter et finir, voilà. Parce que c'est assez complet. C'est aussi permettre de la traçabilité, c'est à mon sens anticiper aussi tout ce qui peut être des retards, les litiges et tout ce qui peut amener justement à prendre la bonne décision aussi aux différents acteurs pour justement éviter de perdre du temps et faire gagner et fluidifier, on va dire, les échanges via de l'interopérabilité avec les différents systèmes aussi, que ce soit les TMS, que ce soit les WMS, les ERP, les plateformes, etc. Et je pense qu'on est là aussi pour échanger sur tout ça. Absolument. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire, parce que j'ai entendu ce terme, est-ce qu'on peut dire que c'est devenu un enjeu stratégique, la traçabilité dans les entreprises ? Je pense que, et puis ça va le devenir de plus en plus en fait, mais sous la pression comme d'habitude des consommateurs. En fait, aujourd'hui, les consommateurs veulent être informés sur la nature des produits qu'ils consomment, et la seule manière de leur fournir cette information, c'est de les tracer depuis les approvisionnements, les matières premières, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans leur assiette ou dans leur dressing. Alors j'ai entendu, oui, allez-y. On le voit, hein, les personnes et le client final demandent de plus en plus de transparence. C'est à nous aussi de leur fournir ça via des moyens, on va dire, logiciels, pour avoir cette visibilité-là. Plus il y aura de transparence, meilleure sera la confiance aussi. Alors c'est stratégique aussi pour l'entreprise, si je peux me permettre, parce que quand il y a un problème, on le voit aujourd'hui de l'eau sur un produit ou pour l'image de l'entreprise, la capacité à faire un rappel sur un cône qui est le plus réduit possible et le plus rapidement possible, ça va impacter vraiment l'image de l'entreprise, le coût et derrière l'utilisateur ou le consommateur. D'accord. Alors c'est vrai que effectivement là on a parlé d'enjeux qui sont un petit peu imposés de l'extérieur, soit par l'écosystème de l'entreprise, ses clients, mais il peut y avoir aussi des enjeux purement complètement internes en fait. Par exemple, une entreprise qui a besoin de s'assurer que le circuit de distribution de ses produits est bien conforme à ce qui avait été prévu au départ et qu'il n'y a pas de marché gris ou de marché noir qui se crée autour de la marque ou autour du produit. Donc il y a un enjeu interne aussi de préservation de la qualité de la marque de l'entreprise. D'accord. Donc ça aussi, c'est des enjeux internes. Il y a d'autres enjeux aussi qui sont liés au fait que certaines entreprises ont beaucoup de partenaires vers lesquels ils délèguent un certain nombre d'opérations, de fabrication par exemple. Et là aussi, on a besoin, et elle a besoin de maîtriser ses partenaires vers lesquels elle délègue un certain nombre d'opérations de fabrication ou de logistique. Et là aussi, pour elle, c'est le besoin de contrôler ça et de s'assurer que tout est fait selon son cahier des charges. Effectivement. Alors justement, si on parle de cahier des charges, quels sont les éléments qu'on doit tracer aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez les définir, de les lister ? Quels sont les éléments qu'on doit tracer ? Alors je me permets, sur la partie cahier des charges, c'est vrai qu'on va déjà analyser le besoin au niveau du client, voir un peu les tenants aboutissants, cadrer vraiment l'ensemble de ses besoins pour répondre favorablement après derrière à son besoin. Je pense que Guillaume est aussi à même de répondre à tout ça avec justement qui est de conseils. Mais c'est vrai que si le besoin n'est pas clairement bien défini, on ne peut pas mettre quelque chose en place qui correspond vraiment à la finalité du projet, quoi. D'accord. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans un projet de traçabilité, il faut bien définir les enjeux.
à quel type de problématique on cherche à répondre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la traçabilité, ça a plein d'usages possibles. C'est ce qu'on est en train d'évoquer tous ensemble depuis le début. Donc si on veut réussir son projet de traçabilité, il faut réussir à la mettre en œuvre de telle sorte qu'elle va être capable ensuite d'adresser et de donner des réponses à tous les usages possibles. Parce que finalement, une fois qu'on a commencé à tracer un produit, l'enjeu, c'est peut-être d'enrichir l'information qui va suivre ce produit tout au long de son cycle de vie. Et plus on va être capable de rajouter des attributs en fait à l'état de ce produit, plus on sera capable de décliner les usages de la traçabilité pour différents sujets. On a parlé du service client, donc les retours. Il y a l'information écologique, transport. Il y a le RSE également. Il y a les contraintes réglementaires. On parlait du médicament, mais le médicament est une industrie particulièrement réglementée, donc la traçabilité est tout simplement obligatoire. Donc une fois, quand on cherche à mettre en place une traçabilité, il faut essayer de le faire de manière à ce qu'elle puisse adresser l'intégralité des problèmes actuels ou ceux qui vont arriver. Tu parles des médicaments. Ce qu'on constate, pour moi, il y a 3 aspects. Il y a le lot, il y a le numéro de série et puis il y a l'empreinte carbone. Mais pour revenir sur le sujet des médicaments, ce qu'on a vu ces dernières années, donc depuis 15 ans, il y a une traçabilité unitaire qu'on connaît, ça s'est déporté sur les industries du fashion, de l'alimentaire, sur l'ensemble de l'électronique, des machineries. Et aujourd'hui, on peut tracer et on voit vraiment cette tendance. On trace des machines, des assets de façon unitaire. On trace des sacs de luxe, des bouteilles, etc. pour pouvoir à la fois visualiser l'ensemble dans la chaîne logistique et aussi pour pouvoir gérer des rappels, pour pouvoir gérer des retours avec des boucles fermées et aussi pour pouvoir proposer des nouveaux services aux clients. Oui, vous voulez intervenir? Oui, du coup, donc, ça démarre bien, si je puis dire, parce qu'en fait, on a commencé par l'objectif, les enjeux, effectivement. Donc, on a, et c'est la première question que doit se poser l'entreprise. Hein. Est-ce que l'enjeu pour moi, c'est de sécuriser les consommateurs? Est-ce que c'est protéger ma marque? Est-ce que c'est vérifier et rendre compte que je suis conforme à certains engagements RSE, etc. Donc, tout ça, c'est effectivement les premières questions à se poser. Et seulement après vient effectivement l'autre, voilà, le comment et le quoi surtout. Et le quoi, le ce qu'on disait. Donc, qu'est-ce qu'il faut tracer? Alors, c'est vrai qu'on entend les grands classiques, c'est effectivement le numéro de série, le numéro de lot et la date de péremption. Oui, voilà, mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on doit tracer? C'est ce qu'on commençait déjà à dire, c'est qu'après va se rajouter un certain nombre d'autres informations qu'il va être important de tracer, comme par exemple sur quelle machine a été, c'est ce qu'évoquait monsieur, sur quelle machine a été fabriqué tel produit, quelle est la matière première qui a été utilisée pour fabriquer ce produit, donc avoir un lien entre les lots matières premières et les lots produits finis. Et puis c'est aussi, lorsqu'on parle de logistique, pour certains types de produits, vérifier qu'ils sont transportés dans les conditions adéquates. Oui. Et donc on va pouvoir qu'ils arrivent en bon état. Qu'ils arrivent en bon état, si c'est des produits frais ou des produits qui doivent respecter des contraintes de température, est-ce que effectivement ces contraintes ont été respectées sur l'ensemble de la chaîne logistique, etc. Donc va se rajouter et ça peut être aussi des informations beaucoup plus particulières, comme par exemple le made in, hein, dans quel produit, dans quel pays a été produit en grande partie le produit, etc. Donc, d'accord. Donc voilà. Donc ça, il y a une liste où on connaît les grands classiques de ces informations, mais cette liste peut être relativement longue. Mais justement, en parlant de cette liste, est-ce qu'il y a d'autres informations plutôt nouvelles que l'on suit aujourd'hui dans la traçabilité pour s'assurer que le produit a bien été livré dans de bon état, à bonne température, par exemple, etc. Oui. En fait, fondamentalement, on peut tracer absolument toute information, tout événement qui se produit sur un produit, dans sa construction, dans sa fabrication. Enfin, aujourd'hui, on peut rajouter autant qu'on veut. Je veux dire, tout dépend de. Et on sent qu'on en rajoute aujourd'hui de plus en plus d'informations. De plus en plus. Ouais. J'ai parlé de l'empreinte carbone. Si j'ai parlé de l'empreinte carbone, c'est aussi un enjeu aujourd'hui que l'on voit de plus en plus dans les PME comme dans les grands groupes. La volonté à partir du moment où on trace dans l'ensemble de la chaîne, depuis la fabrication, l'approvisionnement, etc., on va pouvoir définir et calculer l'empreinte carbone pour les produits qu'on livre et qu'on commercialise. D'accord. Il y a la notion juste de passeport digital qui commence à émerger assez fortement, en particulier dans le textile, c'est-à-dire demain on pourra, en scannant un QR code,
savoir exactement où a été fabriqué le produit, quels sont les composants, les tissus qui rentrent dans sa composition, le nombre de kilomètres que la chemise a fait avant d'arriver jusque sur mon dos. Et donc c'est devenu un enjeu majeur pour tous les fabricants de textiles, c'est ce passeport digital. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste sur l'aspect justement, si on parle de denrées alimentaires et tout ce qui est de la chaîne du froid à respecter, avec différents outils qui permettent justement de suivre qu'on respecte bien l'intégralité de la chaîne, qu'il n'y a pas eu des chutes de température ou autres, et de s'assurer que vraiment tout se passe bien. C'est vrai que nous, on avait pu implémenter ça, ou en tout cas notre filiale S3P Web, agrégateur des données de transport qui se connectent en fait avec bon nombre de télématiciens, a permis justement de mettre en place avec par exemple, je peux le citer, un Retransforma, la continuité, et de s'assurer que vraiment avec Retransforma via notre filiale, on assurait justement la chaîne du froid, et qu'ils avaient, on va dire, une tour de contrôle qui leur permet justement de s'assurer que tout est bien en ordre de marche. Voilà. D'accord. Alors justement, vous disiez, on a posé un peu le débat. Maintenant, peut-être, on va parler effectivement de comment. Quelles sont les technologies aujourd'hui qu'on utilise? Est-ce qu'il y en a de nouvelles d'ailleurs pour assurer cette traçabilité en dehors du code d'ABAR dont on vient de parler aujourd'hui? Oui. Quelqu'un veut? Oui, effectivement. Bon, le grand ancien, mais qui est toujours très présent à même très grande partie de l'usage pour la traçabilité, c'est effectivement le code barre dans toutes ses déclinaisons. On a commencé avec des codes barres en une dimension, tel que vous le voyez sur les écrans. De plus en plus, par l'objectif d'ajouter plus d'informations portées par le produit, on utilise des codes en 2 dimensions. C'est les data matrix, c'est les QR codes que le grand public connaît aussi par différentes raisons. Donc effectivement, ces codes permettent de coder pas seulement la référence, comme c'était le cas, et c'est toujours le cas d'ailleurs dans l'usage dans la grande distribution pour les produits, mais on peut rajouter donc des produits portés par le produit, des informations portées par le produit lui-même, ce qui est intéressant parce qu'à tout moment, lorsqu'on accède au produit, on peut reflasher ce code et récupérer déjà, sans faire appel à une base d'informations, un certain nombre d'informations sur le produit. Donc, encore une fois, le numéro de série, la date. Voilà. Donc ça, c'est la partie code barre. Après, il y a d'autres technologies, les technologies auto-ID, donc ça recouvre les étiquettes RFID, ça recouvre aussi la reconnaissance et la synthèse vocale, donc qui permet à un opérateur effectivement d'interagir avec un système d'information et de recevoir des informations et aussi en donner, donc en rajoutant des informations sur des événements logistiques. Et puis il y a de manière plus récente un certain nombre d'outils qui permettent de récupérer automatiquement des informations, ce qu'on appelle au sens large les sondes IoT, en particulier en température, en choc, en ouverture, etc. Un certain nombre de capteurs en fait qui permettent de lier un événement et une information à un produit ou à une charge, quelle qu'elle soit. En fait, il y a 2 éléments dans la réflexion. Il y a un élément, c'est comment on donne accès à l'utilisateur final aux informations de traçabilité. Donc, comment on va faire en sorte qu'il puisse lire l'historique de vie d'un produit, ça c'est une chose. Et ensuite, c'est comment on capture l'information, les différents événements qui sont liés à la transformation d'un produit à son transport au fur et à mesure qu'il se rapproche du consommateur. Et c'est là où les choses se compliquent énormément. Je pense que tout le monde sera d'accord ici. C'est que un produit, avant d'arriver entre nos mains, la supply chain, elle va mettre à contribution peut-être une cinquantaine, une centaine, 200 entreprises différentes. Ça paraît énorme, mais quand on commence à y réfléchir, on se rend compte que c'est bien un minimum. Il n'y a évidemment pas une de ces entreprises qui a le même système d'information. Elles ne sont pas toutes non plus dans les mêmes niveaux de maturité en termes de système d'information. Donc la question, c'est comment je me connecte à tout cet écosystème, comment je le mets en place pour réussir en fait à capturer cette information, et ensuite où est-ce que je la stocke, et finalement ce que je disais, c'est comment je la restitue. Comment je la restitue, oui, je la partage. Est-ce qu'il y a une technologie aujourd'hui qui émerge un peu plus que les autres? Est-ce que le code ABAR est remplacé par la RFID ou... Il y a tous les cas de figure. Moi, je partage ce point de vue, bien sûr. Alors nous, on part de l'ERP et on capture nativement tout ce qui se passe dans l'entrepôt, transport, et il y a cette capacité, ce que disait Guillaume, le besoin de s'interconnecter avec tous les systèmes. Ça peut être les systèmes tiers du client, les systèmes des prestataires logistiques, transporteurs, des systèmes IoT, les capteurs en direct potentiellement. Donc il y a vraiment, c'est là où la complexité pour ensuite être en capacité de consolider toutes ces infos et d'avoir l'information le plus possible sans rupture et en temps réel. D'accord.
Vous vouliez en rajouter quelque chose? Sur la partie traçabilité, c'est vrai qu'on parle de produit, il y a aussi le transport de la marchandise avec via, on va dire, les véhicules poids lourds ou les remorques. C'est vrai qu'il y a différents aspects. On peut tracer justement un véhicule via la télématique native ou en seconde monte. Et autrement des remorques aussi derrière avec différents capteurs déjà préinstallés ou pas dans les remorques qui nous permet justement de remonter la partie température, de récolter un peu de la data, d'agréger toute cette donnée-là et de la redistribuer à qui de droit si nécessaire, quoi. Oui, vous vouliez dire? Oui, alors, bon, on a parlé de capter l'information avec différentes technologies et puis de l'agréger effectivement dans une base d'information. Et l'objectif, à ce moment-là, c'est effectivement de permettre à différents acteurs, parfois sur une filière et différents systèmes d'information, de contribuer, chacun à son niveau, à créer cette histoire sur le produit. Et donc, il y a besoin aussi d'avoir la capacité, à partir de ces informations brutes, d'être capable de reconstituer une histoire lisible et compréhensible, en fait, sur le produit. Et donc ça c'est important aussi. En fait, il y a des technologies qui permettent à des plateformes dédiées de pouvoir comprendre et déduire par elle-même et propager une information qu'elle a obtenue au niveau d'une palette, par exemple, et être capable de propager le fait que si cette palette a bougé, ça veut dire que tout ce qu'elle contient a bougé, basé sur l'information qu'on a récupérée avant, qui est qu'on a mis tel produit dans un carton, tel carton sur une palette, et donc une palette bougeant. Et cette plateforme ayant l'information au départ de l'agrégation des produits, en carton puis palette, va être capable de propager au niveau d'un item, d'un produit unitaire, en fait, le fait que cet item a bougé. Donc, avec la palette à ce moment-là. D'accord. Mais à ce moment-là, un peu plus tard, le lendemain, ce produit peut être piqué lors d'une préparation sur cette palette, intégrer une nouvelle palette qui, de nouveau, va suivre un certain chemin logistique. Ce chemin logistique va être reporté par une autre entreprise, mais pour autant, on va être capable de rabouter les informations pour recréer une histoire au niveau de chaque item, en fait, de chaque produit. On a parlé des enjeux. Le premier qu'on identifiait, c'est l'interopérabilité des systèmes. Oui. Mais le deuxième qui vient d'être évoqué, qui est absolument critique, c'est la granularité. C'est-à-dire, si on veut tracer, qu'est-ce qu'on veut tracer? On veut tracer au niveau unitaire, c'est-à-dire un article et son identité propre, ou on veut tracer au niveau d'un support de manutention, on veut tracer au niveau d'une expédition, est-ce qu'on va tracer un conteneur ou son contenu? Donc ça, ce sont des vraies questions et qui sont pas du tout triviales en fait, puisque on le sait tous ici, à partir du moment où on fait de la supply et du transport, on fait de l'éclatement. Et donc en fait, si on n'a pas choisi le bon niveau de granularité pour tracer, le projet peut tomber à l'eau parce que on ne sera pas concentré sur le bon niveau d'information qu'il faut collecter. D'accord. Justement, alors comment mettons en place des interconnexions? Est-ce qu'il y a des logiciels dédiés aujourd'hui qui permettent de suivre cette information? Parce qu'on est dans un monde complètement hétérogène quand même. Donc la difficulté de bout en bout, c'est quand même de passer d'un système à un autre. Comment fait-on aujourd'hui? Nous, on a deux niveaux de réponse pour ça. Donc la traçabilité de base, on va dire, c'est déjà ce qui se passe dans le RP, oui, de façon très fine, dans le shop floor, dans les entrepôts, etc. Donc ça, c'est un premier niveau qui peut satisfaire certains types de process ou de clients. Et puis, effectivement, on a des modules dédiés sur la traçabilité, qui sont vraiment en amont et qui sont décorrélés de l'ERP pour la gestion des lots, la hiérarchie des lots et tout le suivi dans la chaîne logistique, et également pour tout ce qui est sérialisation, la fameuse agrégation, la concaténation des identifiants uniques avec les sous-conditionnements, avec le SSCC palette, etc. Tout ça dans la chaîne étendue. Voilà, donc on a deux niveaux, ERP et vraiment solution globale. Et la solution globale, excusez-moi pour poser la question, même si c'est pas de WMS de chez vous? Absolument. D'accord. C'est critique puisque on sait ô combien les chaînes sont complexes et interagissent entre elles. D'accord. Oui. Si on reprend, pour compléter un peu ça aussi, on prend l'outil par exemple de traçabilité, on parle de plateforme. Là on parlait par exemple de track and trace avec la plateforme là, que l'on a, GenMove, qui permet d'un côté, on travaille à la commande, on va dire qu'on intègre la commande du chargeur, on l'intègre en fait dans la plateforme, on la retranscrit après derrière pour avoir du push d'informations directement au transporteur. On aura fait justement la connexion avec les équipes justement pour qu'ils puissent descendre la mission jusqu'au chauffeur qui va renvoyer les informations pour la traçabilité de manière globale au niveau du transport de la marchandise, avec GenMove qui permet d'avoir la visibilité globale, on va dire, pour le chargeur. Et en fait, on fluidifie
l'ensemble de la chaîne grâce à cette interopérabilité. D'accord, oui. Effectivement, pour présenter un exemple peut-être, parce qu'on a parlé de granularité, on a parlé effectivement de système d'information et quels sont les systèmes d'information qui vont être à l'origine de cette information-là qu'on va capter, puis ensuite agréger à certains niveaux de granularité. Souvent, on nous pose la question et nos clients considèrent la logistique par le bout du WMS, si je puis dire. Hein, donc, et ils commencent à imaginer devoir faire migrer leur WMS pour permettre d'atteindre un niveau de granularité qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Hein. On va par exemple prendre l'exemple de quelqu'un qui suit des cartons qu'il met sur des palettes et il suit des palettes avec l'étiquette SSCC qui est le numéro de série unique de la palette. Hein. Et puis demain, pour un certain nombre de raisons qu'on a évoquées, ils ont besoin de descendre plus bas au niveau granularité parce que il a été nécessaire de sérialiser les produits. Il faut comprendre que dans ce type de situation-là, le WMS, lui, son boulot, c'est de gérer l'entrepôt. Hein. Et pour gérer un entrepôt, il n'a pas besoin de manipuler des numéros de série. Bien sûr. Il a un stock qui est en référence numéro de lot, emplacement dans le stock, et ensuite il va faire préparer des commandes, et on va préparer des commandes. Hein. Mais pour tout faire ce travail-là, on n'a pas besoin de connaître le numéro de série. Donc il ne faut pas imaginer vouloir faire entrer de force le numéro de série dans un WMS. Hein. Le WMS n'en a pas besoin pour faire son travail et bien faire son travail. Ce qui n'est peut-être pas toujours le cas aujourd'hui. Il y a peut-être des WMS qui ont des numéros de série. Peut-être que certains ont pu le faire, mais en général, c'est pas ce que l'on conseille dans un premier temps. Parce que ça n'est pas dans l'objectif du WMS. Lui, il doit gérer des références, des numéros de lot, des emplacements et gérer cet entrepôt-là. On peut capturer en entrée, en sortie, mais entre les deux, effectivement. Et entre les deux, il n'y a pas. Hein. Donc, à un moment donné, sur une ligne de fabrication, avant le WMS, avant que ça rentre en stock, on a pu faire une agrégation de numéros de série de produits dans un carton, puis ces cartons partent en stock. Et à partir de là, le WMS va le faire sortir du stock. Et pour le faire sortir du stock, il n'a pas besoin de connaître le numéro de série. Donc, il ne faut pas imaginer vouloir faire entrer de force cette information-là au niveau d'un système d'information qui est le WMS. Il vaut mieux plutôt garder ça sur une plateforme dédiée, comme on en trouve effectivement chez Monsieur, hein, comme on en trouve aussi chez ZS, hein, des plateformes dédiées qui permettent d'avoir d'un côté l'information d'agrégation, et puis à côté, un peu l'étape d'après, récupérer l'information d'entrée, de préparation, de picking, d'expédition, qui va pouvoir être effectivement fourni par le WMS, qui a ce niveau d'information, ce niveau de granularité qui est plus haut. Hein. Et ensuite, on va reconcaténer le tout et pouvoir recréer les... Ces plateformes sont interentreprises dans votre définition. C'est des plateformes interentreprises pour suivre la traçabilité. Alors après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est des plateformes qui sont soit opérées par un opérateur central sur une supply chain. Hein, ça peut être le fabricant au début et puis qui va garder une vue sur tout ce qui se passe en aval et demander aux entreprises et ses partenaires en aval de participer à la traçabilité. Ça peut être l'inverse, ça peut être le bout de la chaîne qui, lui, va demander à ce que tout l'amont, en fait, remonte ces informations-là. Mais ça peut être aussi des plateformes au niveau d'une filière, comme peuvent l'être les plateformes de traçabilité pharma ou tabac, gérées par la Commission européenne. Donc là, c'est des plateformes beaucoup plus centralisées. Oui, plus centralisées. Et puis, pour une communauté, quoi, en fait. Voilà. Et ensuite, on va parler de plateformes carrément publiques, ouvertes, où là, effectivement, on cherche à partager et à faire connaître au plus grand nombre un certain nombre d'informations. D'où certaines technologies qui vont apparaître par rapport à ça. On va en reparler, vous nous direz ça tout de suite. On n'a pas mentionné le mot magique encore. La blockchain, oui, alors. Il arrivait. Oui, parce que j'étais surpris que vous n'ayez pas encore. C'est important parce qu'on a tendance maintenant, et j'avoue que parfois ça m'énerve un petit peu, à associer traçabilité et blockchain. Oui. On a fait depuis tout le temps de la traçabilité sans blockchain. Bah, bien sûr. Le blockchain, c'est le bout de l'histoire. Oui. Hein. Donc la traçabilité, c'est effectivement avoir tous ces capteurs, tracer et s'assurer de l'information. Ensuite, il va être décidé, parce qu'on fait appel à des plateformes qui n'appartiennent pas plus à l'un qu'à l'autre, et qui doivent être ouvertes, et pour lesquelles on a un public en face, on va décider de mettre certaines de ces informations, les bloquer dans des chaînes. Mais ça va pas forcément vous impacter en tant qu'industriel. Ça va impacter l'opérateur
globale de cette plateforme. Alors SAP, vous voulez dire quelque chose? Non, très simplement, on l'utilise dans certains cas, certains scénarios. Je suis d'accord avec vous, c'est plutôt quand on ouvre la traçabilité, notamment les lots, dans un écosystème très, très ouvert. On utilise cette techno-là déjà chez SAP, avec une... La techno du blockchain, vous voulez Voilà, mais qui est vraiment plus un moyen qu'une finalité. C'est un moyen de sécuriser, d'authentifier. Le deuxième, donc ça, c'est dans nos solutions pour certains scénarios. Après, on est assez ouvert sur des écosystèmes. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de technos. Donc, on sait se connecter aussi avec des technos. On a un incubateur aussi de start-up qui est Sapaio et qui travaille sur ce type de technologie avec des start-up comme Green Token, qui est très spécialisé sur la traçabilité matière, amont, les certifications associées et comme son nom l'indique, qui utilise les tokens et la blockchain. D'accord. Guillaume Munier, vous voulez rajouter quelque chose? Je sentis ça. Il y a un élément qu'on n'a pas du tout abordé, mais qui est assez intéressant, c'est que une des complexités pour mettre en œuvre la traçabilité, c'est la capacité à embarquer avec soi son écosystème. Et il y a plein d'exemples où tout le monde n'a pas intérêt à mettre en place cette traçabilité, et en particulier dans le transport, qui est un métier, qui est un secteur d'activité complètement atomisé. Et la sous-traitance de sous-traitants est un événement qui arrive plus que fréquemment. C'est même la base tout le temps. Or, aujourd'hui, si vous mettez une traçabilité pour savoir si effectivement un chauffeur a le droit de prendre une cargaison, vous risquez de créer des problèmes opérationnels dans le métier du transport, parce que le besoin, en fait, il n'y a plus assez de chauffeurs, donc on a besoin de rouler, on a besoin de livrer, et en fait, tous les transports ne sont pas en conformité avec la loi ou les contrats qui sont passés avec les clients. Donc, si vous mettez en place une traçabilité, vous allez mettre à jour, vous allez certifier en fait des pratiques qui ne sont pas forcément, qui ne devraient pas être au goût du jour et qui sont pourtant communément admises et largement mises en place. D'accord. Donc, c'est un vrai frein en fait. On travaille sur, je pense à la lettre de voiture électronique. Aujourd'hui, elle a du mal à se mettre en place pour deux raisons. C'est qu'il y a que des systèmes qui le proposent. Comme vous d'ailleurs, on est tous obligés d'être sur le même système en fait pour pouvoir se communiquer. Or aujourd'hui, les entreprises, elles ont leur propre stratégie de système d'information. Si à chaque fois qu'il y a un client, un fournisseur, un partenaire a un besoin, il faut implémenter une nouvelle solution, ça va être compliqué. Donc là, il y a cette question-là qui est absolument structurante. Oui, alors justement, David Pouchard, S2P Web, on vient de me dire que vous le faisiez chez vous? Oui, c'est ça, c'est-à-dire GenMove, Track and Trace, on parle de LVE, l'aide de voiture électronique. Moi, je reviens aussi sur les bases, c'est-à-dire qu'un transporteur n'a pas besoin de partager tout son plan de transport aussi. Donc, sur des segments ABCDEF, il doit partager juste le segment de DEAE. On a des outils, nous, de notre côté, qui nous permettent justement de partager juste le tronçon qui correspond à ce que le chargeur doit voir aussi. Parce que on travaille aussi pour la profession. C'est notre devoir aussi de sécuriser un peu tout ça. C'est même, on va dire, de manière globale, assez facile de découvrir un plan de transport si tout n'est pas bien, on va dire, ficelé et protégé. Donc, c'est notre devoir. On s'appuie, comme je disais tout à l'heure, un peu sur notre filiale S3P Web, via, on va dire, des technologies de token qui permet justement de dire, à partir de tel moment, on va partager la donnée, et à partir de l'instant T, on va arrêter de le partager. Et comme ça, derrière, on sécurise vraiment le plan de transport du transporteur, qui a sa petite tambouille, entre guillemets, en interne, et qui n'a pas besoin d'aller partager plus qu'il doit partager après derrière. Donc ça, c'est la partie, on va dire, sécurisation du transport. Et après, derrière, il y a la partie aussi LVE. Et là-dessus, on va venir justement, via l'applicatif, jusqu'au chauffeur. On va éviter justement d'avoir la manipulation du papier avec tout ce qu'on a connu, la conjoncture covidiesque, etc. Et là-dessus, la LVE, c'était un bon palliatif et une bonne solution, comment dire, vu la conjoncture. On évite les manipulations pour le chauffeur, les prises de photos, les ratés, et surtout que c'est instantané, c'est-à-dire que le chauffeur va venir prendre, on va dire, les informations quand il va livrer, les différents statuts classiques, et alimenter en temps réel les différents systèmes d'information. Et ça, c'est un gain de temps pour tout le monde, que ce soit pour le chauffeur, mais aussi pour le client final, chargeur, donneur d'ordre, et d'avoir, en fait, c'est un outil d'aide à la décision, simplement, et d'avoir une visibilité globale et de centraliser l'ensemble des informations dans ce système. D'accord. Alors, juste, est-ce qu'on doit connecter les systèmes de traçabilité au système de planification aujourd'hui? Parce que dans un monde où les événements peuvent remettre en cause ce qu'on a planifié, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, je sais pas, c'est SAP, est-ce que vous avez fait une interface, dans le temps on appelait ça l'event management, qui permet de pouvoir remonter l'information et
permettre une replanification. Oui, alors moi j'en avais pas parlé encore parce qu'il y a d'autres acteurs autour de cette table, mais effectivement on intègre toute cette logique événementielle, de remontée. On a notre propre network qui s'appelle Business Network et dans lequel on va avoir la remontée des fournisseurs de visibilité, des transporteurs en direct, éventuellement de la télématique. Donc ça c'est des choses et à partir de là il y a de la valeur ajoutée qui peut être le recalcul par exemple de l'ETA, qui peut être la mise à jour des informations qui vont être utiles à la planification, replanification, ou quand on livre une usine ou même un client B2C, on va pouvoir mettre en place des stratégies de contournement par rapport à un problème de date-heure de livraison, par exemple. Oui. Oui, du coup, on parle des clients, en fait, de cette trace-là, en fait. Et ces clients, oui, on n'a pas... Pierre Maudy, oui. Oui, merci. Donc, qui est client, en fait, de ces informations? Parce qu'on se met à accumuler des données, mais bon, encore une fois, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut raison garder, il ne faut pas se mettre à vouloir tout tracer. De toute façon, il faut déjà définir un petit peu le cadre. Il faut juste tracer ce qui est nécessaire. Voilà, parce qu'on trace qui va être le client. Du cahier des charges initial. Voilà, qui va être le client de ces informations. Et des clients, il y en a en interne de l'entreprise et il y en a en externe. Et donc, une information, et l'information va être présentée selon différentes manières, selon le client en fait. D'accord. Certaines équipes en interne, je pense aux équipes qui gèrent l'entrepôt par exemple, sont particulièrement intéressées par des informations sur le flux amont et sur le flux aval par rapport à leur entrepôt. Qu'est-ce que je m'attends à devoir recevoir ou qu'est-ce que je dois préparer et expédier. Voilà. Mais cette information-là, donc on va la délivrer de manière, là aussi, réagrégée selon les centres d'intérêt de ce client-là, qui est le responsable de l'entrepôt. Et puis, dans la même entreprise, il y a le responsable qualité qui, lui, s'intéresse à d'autres natures d'informations, ou des informations présentées de manière différente. Donc là aussi, il y a redélivrer l'information de manière compréhensible et intéressante pour chacun de ces... les informations qui sont intéressantes pour chacun des clients. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une plateforme qui est capable aussi de pas simplement balancer en brut les datas, si je puis dire, mais les avoir reconcaténées de manière compréhensible pour chacun. Oui, c'est pour ça que en fait, l'information ne doit pas être uniquement sur le WMS, le TMS, etc., mais sur une plateforme transverse qui permet de c'est ça, communiquer. cette plateforme va recomposer en fait des informations ou des KPI ou des indicateurs qui vont faire sens pour différentes populations. Bien sûr, oui. Et justement, on revient à la question initiale sur la partie est-ce que légitime justement d'aller s'interfacer avec l'ensemble des TMS? Je dirais oui, parce qu'effectivement sur la transmission d'informations, on va dire plus il y aura d'interopérabilité avec les TMS, je veux dire sur la partie transport, c'est très important. Mais aussi de l'autre côté avec le puits de commande, on va dire sur la partie ERP aussi, où on doit justement, on a ce devoir-là de fluidifier les échanges entre les différents acteurs et de permettre justement à un transporteur qui a un TMS qui va aller changer de TMS, de lui permettre de lui mettre une solution rapidement aussi, de fluidifier l'information. Et voilà. Et à mon sens, c'est à nous de mettre ça en place, quoi. D'accord. Alors, oui, vous voulez, non? Non, en fait, il y a beaucoup de systèmes dans l'entreprise qui font déjà de la traçabilité. Donc, c'est effectivement leur métier. Le principal, c'est l'ERP, fondamentalement. Oui. C'est des registres de transactions en permanence. Donc, la vraie question, c'est comment on va capter l'information au bon endroit pour la restituer et sous quel format. C'est ça qui est important. Mais on parle là de traçabilité de bout en bout. Et alors, quand une entreprise est chez elle, c'est beaucoup plus facile à gérer, j'ai envie de dire, même s'il y a quand même un certain nombre de complexités. Le vrai sujet, typiquement, si vous êtes dans l'industrie textile et que vous travaillez avec de la sous-traitance en Asie, que vous passez vous-même vos approvisionnements auprès de vos fournisseurs qui, eux, vont livrer votre sous-traitant. Et ensuite, c'est votre sous-traitant qui va vous expédier la marchandise. Comment vous faites pour tracer ça, alors qu'il y a de multiples intervenants, que les gens n'ont pas forcément le bon système d'information en face. Et c'est là où il y a une véritable complexité. Et je prends l'exemple d'un textile tout simplement, parce que si vous voulez apposer un QR code sur une chemise pour savoir où elle était fabriquée, combien de kilomètres elle a parcouru avant d'arriver sur vos épaules, il y a bien un moment, il va falloir le fixer sur la chemise. Donc ça veut dire qu'il faut à un moment donner cette information à son sous-traitant. Or aujourd'hui, on a quand même un effet boîte noire un peu partout, c'est-à-dire que quand on a une commande qui sort de l'ERP,
on découvre un peu 4 mois après qu'on a un container qui arrive au Havre et on découvre un peu ce qu'on a dedans et on n'en est jamais vraiment certain. Donc il y a quand même un énorme effort à faire aujourd'hui encore, j'ai envie de dire, sur la digitalisation des systèmes. Et la manière en fait dont on veut construire son architecture de traçabilité. Si je peux m'exprimer. Alors justement, cette information, par exemple, vous donniez l'exemple du textile, est-ce que ça a un impact aujourd'hui sur les ventes? C'est-à-dire, est-ce que le consommateur est demandeur d'informations qui ont un impact sur les ventes elles-mêmes? On vit dans un monde assez hypocrite quand même. Je suis une Coupe du Monde au Qatar en ce moment, tout le monde sait ce que ça veut dire. Tout le monde est quand même devant son écran, même s'il a critiqué. Donc, enfin, la France a gagné quand même. Bravo. Alors nous on a des cas clients déjà et on a des sujets. Je l'ai dit tout à l'heure, le luxe, l'alimentaire. Donc on a des clients dans le café où ils vont scanner et puis il y a le côté éthique. Ils voient le producteur, la parcelle d'origine. On a les mêmes use cases sur le vin. On a des choses également sur le suivi des assets. Enfin voilà, on a tous c'est des programmes de loyalties aussi dans le domaine agroalimentaire où on va scanner. Donc à la fois je prends des informations et j'en donne. C'est-à-dire que le client il interagit avec l'entreprise. Avec le produit. Ça c'est des bons exemples. Effectivement, je pense que ça va venir beaucoup par le QR code que le grand public connaît bien et qu'il a son smartphone dans la poche. Il est capable de lire et tout de suite obtenir un lien URL en fait qui est sur une plateforme qui va lui donner accès à un certain nombre d'informations triées par l'entreprise comme étant celles qu'il souhaite effectivement bien partager avec le client final. Hein. On a d'autres cas de figure aussi. C'est un impact sur le consommateur qui va acheter plus. Alors, il y a un petit côté ludique au départ, hein, c'est clair. Hein. Et puis c'est vrai que sur certains aspects ou par rapport à certains produits un petit peu critiques, hein, comme des produits pour lesquels il souhaite s'assurer entre guillemets de sa sécurité lui-même. Hein, effectivement, ça vient. Mais pour l'instant, c'est plutôt ludique et plutôt sur l'origine. On cherche à savoir d'où vient le produit. D'accord, c'est plutôt logique. Je pense que le succès de la plateforme Yuka démontre tout simplement que c'est le consommateur qui va imprimer le besoin et ça va être aux industriels de s'adapter. Et aujourd'hui, nous, sur beaucoup de projets qu'on traite, c'est un sujet majeur pour un bon nombre d'enseignes et de marques du D'accord. D'accord. Alors, il y a un autre sur l'information portée par le produit et la capacité à accéder à des informations en scannant le produit. Il y a aussi une autre population qui sont les entre guillemets les inspecteurs en fait. Hein. Donc ça peut être une population de personnes professionnelles par contre hein, qui sont auxquelles une entreprise a délégué le soin de vérifier que tel produit présent sur un rayon dans tel magasin dans tel pays est bien censé y être, hein, tout simplement. Hein. Donc là, lui, effectivement, il pourra le faire. Et on a été au-delà sur certains clients, en particulier dans le luxe, où il a été possible, en fait, de marquer de manière invisible pour le grand public, entre guillemets, le produit. D'accord. Mais par contre, étant connu par un certain nombre de personnes, d'inspecteurs, qui permet effectivement de vérifier que il n'y a pas un détournement ou un marché gris qui se crée. Hein. Donc ça, c'est aussi... D'accord. Juste, la dernière question que je souhaite vous poser, est-ce qu'il y a des évolutions technologiques ou réglementaires qui vont impacter aujourd'hui la traçabilité que vous voyez dans le futur avoir un impact important sur la traçabilité? Oui. Alors, il y a réglementaire, c'est très clair, c'est-à-dire que il y a des réglementations, par exemple sur le déchet, par exemple, sur les déchets, les batteries des voitures, ça va y avoir une législation, on le sait, et voilà. Moi, ce que je vois aussi, c'est une tendance très forte sur l'économie circulaire. On n'en a pas trop parlé, mais qui dit économie circulaire dit c'est un même produit, on va louer, c'est pay as a service, c'est-à-dire qu'on va louer une machine à laver, une perceuse, une voiture, on va acheter moins. On va aussi être en boucle fermée. Et pour tous ces cas de figure, les entreprises qui mettent en place ces services, elles ont besoin de tracer unitairement les machines, les assets, leur cycle de vie, leur réparation, tout ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, de mon point de vue, qui va... Et derrière, tout ce qui en découle, des business models encore sur le troc, sur la Second Life, etc. Voilà. D'accord. S2PE, au niveau technologique, est-ce qu'il y a des choses dans les cartons un peu... En techno, pas plus que ça, c'est plus dans l'édition logicielle toujours, mais on va aller venir plus certainement se connecter avec différents acteurs stratégiques. Hein. On en parlait un peu d'IoT, etc. Enfin, on parle d'interopérabilité. Notre ADN, c'est le transport, c'est la logistique, mais on a à cœur de
valoriser aussi l'expertise de chacun et trouver des stratégies gagnantes aussi de part et d'autre. Okay. Après, il n'y a pas que le réglementaire aussi qui pousse à évoluer. Il y a des filières elles-mêmes, donc le secteur privé, les associations professionnelles qui cherchent à s'organiser pour adresser ces enjeux parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls et ils sont obligés de le faire en partenariat. Que ça développe. Ça accélère énormément. Je dirais même, oui, il y a des appels d'offres qui sortent là, notamment sur une filière de traitement des déchets de la construction. Il y a un enjeu majeur de pollution, en fait, quand vous rénovez un bâtiment. Il y a plein de produits qu'il faut recycler, qui sont pas forcément très propres dedans, du plomb, des choses comme ça. Et donc, il y a des filières qui sont en train de s'organiser pour bien maîtriser la traçabilité des déchets, par exemple. Et puis, pour compléter, pour finir peut-être aussi sur l'aspect empreinte carbone aussi, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver prochainement là-dessus. On va demander de plus en plus d'essayer de réduire un peu toute cette partie-là et d'afficher un peu plus de transparence aussi là-dessus avec les différents acteurs, quoi. Très bien, très bien. Ben, merci messieurs. Alors, on va passer à la deuxième partie qui va durer 15 minutes, les questions des internautes. Alors, notre sympathique Waof Hervé va nous les exprimer. Bonjour à tous, bonjour. Merci Hervé. Faut-il un outil général pour pouvoir tracer l'article qui est piqué par une entreprise et transporté par une autre? Et si oui, avez-vous des exemples? Alors, qui veut répondre à ça? Oui, c'est la notion de plateforme qui va s'étendre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Intersociété. De différents silos. Hein. Les silos, ils sont dans l'entreprise, mais ils sont aussi entre les entreprises, en fait. Hein. Chacun a un bout de l'histoire et une capacité à tracer une partie du chemin. D'accord. Et on a besoin de plateformes vers lesquelles on peut agréger ça et ensuite reconstituer l'histoire complète. On le voit même au sein d'une même entreprise, des gens qui fabriquent des cuisines, des gens que les chaînes logistiques, elles sont très éclatées aujourd'hui et on va avoir différents sites de production, d'assemblage, des appros directs, etc., etc. Et même au sein d'une même entreprise, finalement, on a besoin de consolider d'une couche en amont pour consolider tous les systèmes et toutes les opérations. Voilà. Oui, quelqu'un non? C'était complet. C'était complet. Non, mais juste peut-être par rapport à cette question, quelqu'un a un exemple précis justement de système qui permet sur toute une filière de suivre sur un projet que vous avez réalisé? Il y en a une dont on parle pas mal ces temps-ci, c'est l'initiative Aura portée par plusieurs marques de luxe qui vise justement à organiser une traçabilité filière sur la blockchain. Et il me semble LVMH qui est à l'origine de cette initiative et qui s'allie avec certains de ses concurrents. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Ils ont mis en place un outil transverse. Oui. D'accord. Et ZS Trace pour Louis Vuitton, effectivement. ZS Trace, la filière Louis Vuitton, effectivement, participe à cette plateforme pour ensuite fournir cette information-là sur une plateforme plus globale. Avec beaucoup d'enjeux, typiquement la deuxième vie des produits, être capable de certifier, il y a un enjeu de marque, c'est être capable de lutter contre la contrefaçon, ça impose aussi de suivre, organiser un marché de deuxième main qui est une tendance de fond qui va se maintenir, ça impose également de disposer des historiques des produits. Mais sans aller jusque-là, d'autres exemples à l'échelle d'une entreprise, on équipe par exemple Marks & Spencer en Europe, où là, en fait, sous un même chapeau, qui est là aussi une plateforme opérée par Marks & Spencer, vient s'agréger des informations venant de toute la chaîne amont de Marks & Spencer, de tous ses fournisseurs. Donc là aussi, c'est autant de systèmes d'information qui ne sont pas interconnectés horizontalement, si je puis dire, entre eux, mais plutôt verticalement, vers cette plateforme qui va s'étendre sur l'ensemble de la supply chain. Je me pose la question d'ailleurs. On n'a pas parlé de reverse logistique tout à l'heure. Est-ce que la traçabilité, quand on dit de bout en bout, elle intègre la reverse logistique? Le calcul de l'empreinte carbone, elle doit inclure la fin de vie et le retour. Et effectivement, la traçabilité, on est vraiment dans une logique de plus en plus d'économie circulaire. On fait revenir des fusées maintenant, et donc tous les sujets sont importants et ça fait partie du cycle complet. C'est très clair. D'accord. Hervé, la deuxième question, merci. Que pensez-vous des solutions permettant de valoriser les efforts réalisés envers l'environnement en se basant sur la traçabilité, par des crédits par exemple? Je veux répondre à cette question. Environnement, crédit. Par des crédits, c'est le greenwashing. Oui. C'est-à-dire, non, je sais pas. Je suis pas sûr de comprendre. Déjà, pour avoir des crédits, il faut être en capacité de la mesurer, cette empreinte carbone. Et donc, la première chose qu'on évoquait, c'est que aussi bien au niveau du transport que tout l'amont et puis le coût complet, il faut avoir l'outil. Donc, c'est la même logique que pour la sérialisation ou le suivi des lots. Il faut une couche amont qui va collecter toutes les informations et pouvoir déterminer l'empreinte carbone des produits. À partir de là, on peut imaginer les scénarios. Donc là, la question portait sur il y a plein de scénarios possibles, quoi.
D'accord, oui. Juste pour compléter aussi, le fait que là, à l'heure actuelle, il y a plusieurs acteurs qui permettent justement de recenser, on va dire, l'empreinte carbone par rapport à une commande qui a été passée en fonction du déclaratif qui a été fait, par exemple, par les transporteurs qui peuvent justement saisir aussi les véhicules qui sont en Euro 5, en Euro 6, qu'est-ce qu'ils respectent. Certains clients leur demandent de venir aussi avec des véhicules de dernière génération, leur permettant justement de réduire aussi l'empreinte carbone de ce côté-là, et avec justement des différents KPI qui permettent de suivre un peu la réduction notable de l'empreinte carbone aussi derrière. D'accord, très bien. Hervé, une autre question ? Comment faire de la traçabilité sur de l'encours de production ? Oui. Oui. L'encours de production, effectivement, vous avez des situations qui peuvent être assez complexes au sein d'un même atelier, en fait. Vous avez en entrée des lignes de fabrication un certain nombre de matières premières qui arrivent identifiées et avec leur histoire qui a peut-être été fournie par le fournisseur, justement, et mis dans votre plateforme de traçabilité. Et ensuite, donc, vous avez donc, entre le début de ligne et fin de ligne, un encours de produits. Et là, il n'y a pas une réponse unique à donner. Il y a en fait à étudier la situation d'un point de vue logistique interne de l'entrepôt pour définir les meilleurs moyens dont on pourra bénéficier pour suivre cet encours entre le début et la fin de ligne. Ça passe. Il y a différentes techniques. Ça peut passer par exemple par des containers, des bacs plastiques par exemple, sur lesquels on a un ID de ce bac plastique sur lequel on va mettre un certain nombre de produits ou de composants de matières premières. Et donc on sait que pendant une partie du chemin de ce contenant, on sait ce qu'il y a dedans en termes de produits, de batch, etc. Et puis ensuite ça rentre dans une machine, ça en ressort. Donc là on va faire le lien entre ce qui était en entrée, ce qui était en sortie, etc. Il n'y a pas de réponse unique, mais il y a un audit à faire sur la marge de l'atelier, comment il fonctionne, et mettre en place. Il y a toujours des solutions, mais elles sont à adapter en fait à la réalité. Il faut revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Il ne faut pas parler de technologie d'abord, il faut parler de finalité, d'objectifs. On parle pas de technologie. On voit les moyens. Ça n'est qu'après qu'on décide d'appliquer. Là, on va plutôt passer par un code barre. Ici, on va mettre un tag RFID parce que ça permet d'agréger dans un carton parce qu'on perd de vue le produit, etc. Et parfois, c'est mixte. On peut en fait mixer différentes technologies pour concourir au final à avoir le niveau de traçabilité et de granularité qu'on souhaite. Quelqu'un d'autre qui veut compléter ? Oui. On pourrait développer, mais ça a été très bien résumé. Ouais. Très bien. Parfait. Bon, Hervé, je crois que c'est la dernière question. Ou il y en a encore ? On a encore peut-être le temps pour 2 questions. 2 questions, très bien. Quelle serait la traçabilité des produits qui viendraient des pays où le développement d'Internet peine à prendre de l'envol ? Il y a un certain nombre d'éditeurs aujourd'hui. Internet, faire de traçabilité de bout en bout, c'est non, mais c'est des cas hyper concrets. Aujourd'hui, ça existe. Il y a plein de donneurs d'ordre qui, quand ils sous-traitent, ont des difficultés à obtenir des informations par leurs sous-traitants parce qu'ils sont pas tous sur les mêmes niveaux de maturité. Et aujourd'hui, il y a un ensemble d'éditeurs qui arrivent avec des solutions plus collaboratives. Et en fait, alors la question qui se pose, c'est est-ce que mon sous-traitant va accepter de me donner cette visibilité ? En fait, ils y trouvent leur compte parce que du coup, ça les dote d'outils qu'ils n'ont pas et du coup, ils ont l'opportunité d'améliorer leur processus. Donc, c'est un peu cette notion de plateforme collaborative qu'on voit émerger partout, qui va en fait permettre à plusieurs parties prenantes de collaborer sur un système qui va être commun à ces parties. Donc après, il faut réfléchir aux interfaces qu'il faut mettre en place entre les fournisseurs et les clients. Mais on voit émerger tout un ensemble de solutions qui permettent d'adresser cette complexité aujourd'hui. D'accord. On peut aider ses partenaires. On a eu le cas dans le luxe encore, où en fait cette entreprise utilise des petits artisans pour certains produits. Et ces artisans, bien sûr, ils n'ont pas SAP, pas encore en tout cas. Donc ils ont un PC Windows 98 avec Excel, quoi. Voilà. Donc comment faire pour les enrôler dans le jeu de la traçabilité ? Bien sûr. C'est pas simple. Et puis vous avez d'autres cas, comme on parle d'Internet, mais certaines régions d'Internet dans le monde sont assez verrouillées, la Chine, etc. Donc c'est pas si simple d'interconnecter tout ça. Donc dans ce cas-là, il faut l'aider. Et il faut l'aider comment ? On peut par exemple envoyer très prosaïquement un chapelet d'étiquettes QR code et lui demander au moins de poser l'étiquette et de les lire ou pas, mais en tout cas lorsque ça va revenir dans une zone où on a le contrôle, de remonter l'information. Voilà, donc il y a toujours moyen de permettre à quelqu'un de participer à...
Oui, quelqu'un veut... Oui, on retrouve ces cas-là et la question est bonne parce que c'est vraiment peut-être là où on a un trou et là où il y a des vrais enjeux. Donc la réponse, elle est effectivement, il y a plein de solutions pour s'intégrer, pour s'interfacer, pour récupérer l'information à travers aussi des process. Nous, on a des cas dans la pêche, par exemple, c'est From Ocean to Table, c'est-à-dire qu'on a mis en place une chaîne de traçabilité depuis la pêche, en l'occurrence c'est du thon, dans la mer, depuis le pêcheur en passant par le transport, la transformation et l'approvisionnement et la livraison sur le lieu de consommation. Donc voilà, il y a des modes avec de la blockchain. Donc il y a des modes comme ça, on peut vraiment faire des projets, mais il faut vraiment partir du process et comprendre les enjeux. On a aussi ces problématiques-là quand on parle de matière sur l'huile de palme, sur voilà, où il y a des lieux de production et des process qui peuvent être un peu opaques. Donc il y a des solutions je dirais, pour tracer, mais c'est vraiment un enjeu important, je pense. Ouais. D'accord. Une dernière question, peut-être, Hervé. Oui. Peut-on dire que l'avis d'expédition DES-ADV, que certains fournisseurs ou certains distributeurs ont du mal à mettre en place depuis 20 ans, va obligatoirement laisser place aux autres systèmes, comme par exemple le QR code ou le RFID, etc. Qui veut répondre à ça? Oui. Non, le DES-ADV, je lui prédis encore un avenir important. Voilà, parce que ne serait-ce que comme un DES-ADV, c'est un avis, donc c'est donner l'information en avance sur ce que va recevoir l'entreprise. Ça lui permet de se préparer. Donc il reste important de savoir. D'avoir cette information. Voilà, ce qui est en cours d'arriver en fait. Hein. S'organiser pour. Le DES-ADV, aujourd'hui, il a des informations qui sont qui peuvent être très basiques, simplement liées en fait à l'identité des unités. Logistique qu'on s'apprête à recevoir, hein. Ça peut être aussi simple que ça. Mais au contraire, le DES-ADV, il va pouvoir évoluer aussi vers un ensemble d'informations beaucoup plus détaillées, beaucoup plus granulaires, comme on disait. Hein. Et dans certains cas, on commence à le faire, encore une fois, dans des filières très soumises à directives, hein, du type pharma, tabac, etc. On commence à proposer des solutions où le DES-ADV contient aussi la liste de tous les numéros de série du carton, de tous les cartons dans la palette, et donc proposer un fichier en arborescence avec toutes les informations contenues, permettant au suivant dans la chaîne de bénéficier de cette information, de cette connaissance, pour la suite. Hein. Oui. Vous voulez compléter? Oui. Je dirais juste, en fait, d'une manière générale, il faut peut-être un mot un peu de conclusion. Il faut pas vivre la traçabilité comme une contrainte. Je pense que la traçabilité, c'est en fait une énorme opportunité pour l'entreprise, parce qu'un projet de traçabilité, ça va permettre de mettre en connexion plein de parties prenantes d'un processus entre différentes entreprises, entre différentes organisations au sein d'une entreprise. Et ça va être générateur d'énormément de données. Et en fait, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le pétrole du 21e siècle, ça va être la data. Et qu'une fois que vous aurez construit ces gisements de données, les cas d'usage d'exploitation sont colossaux et absolument énormes pour l'entreprise. Donc je pense que le raisonnement traçabilité, il doit être fait comme... c'est un axe stratégique majeur, il doit être pensé comme tel. Il ne doit pas être vécu comme une contrainte. Et il peut être provoqué par des contraintes réglementaires notamment, mais il faut le transformer ça en opportunité, pas en contrainte. Et peut-être justement, on peut peut-être terminer comme ça. Est-ce que vous avez des recommandations en 2-3 mots à faire à tous ceux qui nous écoutent sur comment mettre en place et qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire? Mais rapidement, quels sont vos conseils? Quelqu'un? J'en ai. En 2 secondes, moi je dirais, on l'a déjà beaucoup dit, mais c'est vraiment se poser les bonnes questions en amont. C'est pas réfléchir par rapport à la technologie, c'est quel est le problème que je cherche à adresser. Et une fois qu'on aura vraiment bien cadré son projet, s'interroger sur la technologie. Mais la technologie, ça ne reste qu'un moyen. Et il faut pas réfléchir à ces projets-là par le prisme technologique. D'accord. 2 mots. Je partage ça, c'est-à-dire qu'il faut partir un peu du process et du besoin pour et des enjeux en termes de sécurité pour le consommateur. Mais peut-être pas comme un cahier des charges, mais comme une vision stratégique, un schéma directeur, peut-être. Oui, et je pense qu'on est aussi contraint, la traçabilité pour compléter, on vit un monde de crise aujourd'hui sur les semi-conducteurs, sur l'alimentaire, sur l'approvisionnement des médicaments, il y a des pénuries, etc. Donc finalement, on a une chaîne logistique qui est morcelée, et la traçabilité, ça va être vraiment critique. On doit pouvoir tracer en permanence, en fait, quels que soient les schémas d'appro. 2 mots de recommandation? Pour finir, oui, tout à fait. C'est juste bien qualifier le besoin, les enjeux,
s'assurer de ce qu'on veut faire et surtout ce qu'on veut pas faire, protéger la data aussi à côté. Et ça doit être pour moi, à mon sens, cette data-là et la traçabilité de bout en bout, avec différents outils, une aide à la décision justement pour l'entreprise, quoi. Et ça, faut bien se mettre ça en tête aussi. D'accord. Oui. Ça serait peut-être un mot de conclusion. Un vœu plus une conclusion. J'aimerais en fait ne plus entendre de la part d'un client me dire j'ai un projet RFID ou j'ai un projet blockchain. Non, vous n'avez pas de projet RFID, vous n'avez pas de projet blockchain. C'est un bon mot de conclusion. Ça, c'est la solution, c'est pas le projet. Éventuellement, on vous le dira après. Hein. Mais quel est votre besoin en termes et quels sont les clients, de quelle information vous souhaitez pour lequel vous souhaitez trouver une solution, hein, mais c'est pas un projet code barre ou RFID ou quoi que ce soit, ça c'est les moyens. Parfait. Eh bien écoutez, je crois que nous avons terminé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci messieurs pour ce débat très clair et très intéressant pour nous. Merci à l'équipe technique qui nous assure toujours une diffusion parfaite. Et je vous propose de venir dans un prochain mercredi de la supply chain dont la date vous sera donnée prochainement. Et d'ici là, je vous donne comme message, bonne supply chain. Merci.